Avez-vous déjà songé à ce que nos manuels d'histoire taisent tout l'Est dans l'ombre? On nous parle de l'Égypte, de Rome, de la Grèce, mais et si je vous disais que ce n'est là que la partie émergée d'un immense iceberg? Des dizaines de grandes civilisations ont existé, dont l'histoire a été effacée par le temps et les réalisations oubliées. Aujourd'hui, nous allons nous embarquer pour un voyage à travers les pages arrachées de l'histoire. Préparez-vous à être surpris, car certaines de ces cultures étaient bien plus développées que nous ne pouvons l'imaginer. Mais alors, pourquoi ce silence à leur égard? L'histoire que l'on nous enseigne est souvent comme le faisceau d'un projecteur qui n'éclaire que quelques points brillants sur la vaste carte du temps. Elle est écrite par les vainqueurs, ceux qui ont laissé derrière eux des écrits ou de grandioses ruines. Or, beaucoup de grands peuples, soit n'avaient pas d'écriture, soit leurs villes ont été englouties par les jungles et les sables, soit ils ont simplement été conquis et assimilés par des voisins plus agressifs. Nous allons corriger cette injustice historique. Alors, préparez-vous pour une plongée fascinante dans l'inconnu. Accrochez-vous, car ce lieu bouleverse absolument tout ce que nous pensions savoir sur les débuts de la civilisation. Son nom, Göbekli Tepe. Il est situé dans le sud-est de la Turquie actuelle. Et maintenant le plus étonnant, son âge. Ce complexe a près de 12 000 ans. Imaginez un peu, il précède Stonehenge de 6 000 ans et les premières pyramides égyptiennes de 7 000 ans. À l'époque de sa construction, l'humanité ne connaissait même pas la roue, ni le tour de potier. Mais qu'est-ce donc exactement? Ce n'est ni une cité, ni un simple établissement. C'est le plus ancien complexe cultuel du monde. D'énormes piliers de pierre pesant des dizaines de tonnes sont taillés en forme de T et disposés en cercle parfait. Sur ces monolithes sont gravées des représentations d'animaux sauvages, renards, sangliers, serpents, scorpions. La finesse des détails est tout simplement incroyable pour l'âge de pierre. Mais voilà le véritable casse-tête. Il n'a pas été bâti par des agriculteurs, mais par des chasseurs-cueilleurs nomades. Cela chamboule complètement la théorie établie. On pensait auparavant que les humains avaient d'abord développé l'agriculture, se sédentarisant, et qu'ensuite seulement, avec des surplus de nourriture et du temps libre, ils avaient commencé à ériger des lieux de culte. Göbekli Tepe prouve l'inverse. Peut-être que la nécessité de rassembler des centaines d'individus pour construire un sanctuaire aussi gigantesque les a justement poussés à chercher de nouvelles méthodes pour se nourrir. En d'autres termes, ce n'est pas l'agriculture qui a engendré la religion, mais la quête spirituelle qui a fait naître la civilisation. Poursuivons notre chemin vers l'est, dans la vallée du puissant fleuve Indus, sur le territoire des actuels Pakistan et Inde. C'est ici que, il y a 4500 ans, est née une civilisation dont le développement aurait pu rivaliser avec les plus avancés de son temps. C'est la civilisation harapéenne ou civilisation de l'Indus. Oubliez les cités antiques chaotiques. Leurs villes, telles que Mohenjo-Daro et Harappa, étaient de véritables chefs-d'œuvre d'urbanisme. Des rues parfaitement droites, se croisant à angle droit, des maisons en briques cuites de taille standardisée et, tenez-vous bien, un système sophistiqué d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans chaque maison. Ils disposaient de bains publics, de greniers et de quais. Ils commerçaient avec la Mésopotamie, créaient des bijoux raffinés et des sceaux représentant des animaux. Mais cette histoire brillante recèle deux énormes points noirs. Premièrement, leur écriture. Nous avons découvert des milliers d'échantillons de leur caractère, mais à ce jour, personne n'a réussi à les déchiffrer. Toute une civilisation nous regarde, mais reste silencieuse. Et deuxièmement, leur disparition soudaine. Vers 1900 avant notre ère, leurs villes ont commencé à se vider, et peu après, leur culture s'est tout simplement évanouie. Que s'est-il passé? Le climat a-t-il changé? Le fleuve a-t-il modifié son cours? Ont-ils été conquis? Nous n'avons que des théories. Cette grande civilisation d'ingénieurs a tout simplement sombré dans l'oubli, nous laissant plus de questions que de réponses. Maintenant, direction l'Asie. Imaginez des villes conçues avec une rigueur quasi mathématique, où les rues se croisaient à angle droit impeccablement. Mais le plus incroyable, c'est que chaque habitation disposait déjà de l'eau courante et d'un système d'égouts. Non, nous ne parlons pas de Rome. Il s'agit d'une civilisation qui florissait il y a 4500 ans
dans la vallée de l'Indus. On l'appelle la civilisation harapéenne. Leurs cités, comme Mohenjo-Daro, étaient de véritables métropoles pour l'époque. Ils commerçaient avec la lointaine Mésopotamie, fabriquaient des bijoux magnifiques et des sceaux gravés. Leur niveau d'organisation et leur ingénierie étaient tout simplement stupéfiants. Mais deux questions fondamentales planent sur cette grande culture. La première concerne leur écriture. On a découvert des milliers de textes, mais impossible d'en déchiffrer le moindre mot. C'est comme regarder un film muet sur un grand empire. Ils nous parlent à travers leurs artefacts, mais leurs voix, nous ne les entendons pas. Et la deuxième question, la plus troublante, où sont-ils tous passés? Du jour au lendemain, leurs villes prospères se sont vidées, sans aucune trace de guerre ou de catastrophe évidente. Ils ont tout simplement disparu, laissant derrière eux des cités fantômes et l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire de l'humanité. Plongeons maintenant au cœur de la Mésoamérique, dans les jungles tropicales de l'actuel Mexique. C'est là, bien avant les Aztèques et les Mayas, qu'est née une culture que les historiens surnomment la culture mère. Ce sont les Olmèques. Ils sont les véritables pionniers de cette région. C'est très probablement eux qui, les premiers, ont imaginé le jeu de balle rituel, développé un calendrier complexe et, potentiellement, introduit le concept du zéro en mathématiques. En somme, tout ce que nous admirons chez les Mayas repose sur les fondations posées par les Olmèques. Mais leur marque de fabrique, leur symbole le plus emblématique, ce sont les gigantesques têtes de pierre. Imaginez, immenses, atteignant jusqu'à 3 mètres de haut et pesant plusieurs dizaines de tonnes, ces têtes sont sculptées dans des blocs monolithiques de roches volcaniques. Et le plus frappant, c'est que chaque tête arbore un visage unique et étonnamment réaliste. Des lèvres charnues, des nez larges, un regard pensif. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des portraits. Mais de qui? De puissants souverains? De grands guerriers? Nous ne le savons pas. Comment ont-ils pu les sculpter sans outils métalliques? Et comment ont-ils déplacé ces blocs de plusieurs tonnes sur des dizaines de kilomètres à travers les marécages et les jungles? Les Olmèques restent ces mystérieux ancêtres qui ont tracé la voie du développement pour toute une région, mais qui ont emporté leurs principaux secrets avec eux. Mais qu'en est-il de l'Europe, bien avant que Rome ne soit fondée sur ces 7 collines et que les premiers philosophes n'apparaissent à Athènes? Dirigeons-nous vers les Balkans, dans les territoires actuels de la Serbie, de la Roumanie et de la Bulgarie. C'est là que, il y a environ 7 à 8 000 ans, florissait l'étonnante culture de Vinča. Ces gens furent parmi les premiers métallurgistes d'Europe. Ils maîtrisaient la fonte du cuivre alors que la plupart de leurs voisins vivaient encore à l'âge de pierre. Ils bâtissaient de vastes colonies bien organisées, produisaient des céramiques remarquables et des figurines énigmatiques au visage presque extraterrestre. Leur principal héritage, cependant, est une véritable bombe historique. Sur nombre de leurs artefacts, d'étranges symboles sont gravés. De nombreux scientifiques pensent qu'il ne s'agit pas de simples motifs, mais de la toute première forme de proto-écriture au monde. Imaginez 2000 ans avant les Sumériens et les Égyptiens. Ces signes, notamment les célèbres tablettes de Tartaria, suscitent encore d'ardents débats. S'agit-il de simples symboles rituels, de marques de potier, ou bien d'un système d'écriture à part entière que nous n'avons pas encore réussi à déchiffrer? Si c'est le cas, alors toute l'histoire de l'écriture devrait être révisée depuis ses origines. Quand on pense aux grandes civilisations africaines, l'Égypte vient immédiatement à l'esprit. Pharaons, pyramides, sphinx. Mais que diriez-vous si je vous disais que, plus au sud, à l'ombre de ces géants, prospérait un empire qui un jour a mis l'Égypte elle-même à genoux? Découvrez le royaume de Kouch, situé sur le territoire de l'actuel Soudan. Pendant des siècles, ils ont été tour à tour rivaux et partenaires commerciaux de l'Égypte. Mais au 8e siècle avant notre ère, l'incroyable s'est produit. Les Kouchites ont marché vers le nord et conquis leurs puissants voisins. Ils ont fondé la 25e dynastie, connue sous le nom de dynastie des pharaons noirs, et ont régné sur toute l'Égypte pendant près d'un siècle. Mais Kouch n'était pas qu'une simple copie de l'Égypte. Ils avaient leur propre capitale, la prospère cité de Méroé, qui fut l'un des plus grands centres de production de fer du monde antique. Et oui, ils construisaient aussi des pyramides. Seulement, leurs pyramides étaient
plus petites, avec des pentes plus raides, et il y en a tellement qu'on trouve plus de pyramides au Soudan que dans toute l'Égypte. Ils possédaient même leur propre écriture, le méroïtique, que nous n'avons pas encore pu entièrement déchiffrer à ce jour. Le royaume de Kouch est un puissant rappel que la grande histoire de l'Afrique ne se limite pas aux rives du Nil. Mais remontons encore un peu le fil de l'histoire africaine. Transportons-nous en Afrique de l'Ouest, au cœur des jungles de l'actuel Nigeria. Il y a environ 3000 ans, c'est ici qu'a pris son essor et a prospéré la culture énigmatique de Nok. Elle n'a été révélée au monde que par un pur hasard, lorsque des mineurs ont commencé à déterrer du sol d'étonnantes têtes en terre cuite. Ces deux sculptures sont d'une expressivité saisissante. Leur style est unique en son genre, des têtes allongées, d'immenses yeux triangulaires et des coiffures minutieusement élaborées. Elles représentent l'un des plus anciens témoignages d'art complexe en Afrique subsaharienne. Les Nok, cependant, n'étaient pas de simples artistes. Ils étaient également de brillants métallurgistes. Les fouilles archéologiques ont mis en évidence qu'ils ont franchi, de manière autonome et sans influence extérieure, le cap de l'âge de la pierre à l'âge du fer, sans passer par l'âge du bronze. Il s'agissait là d'un bond technologique majeur. Ils concevaient des fours complexes pour la fusion du fer et forgeaient des outils qui leur permettaient de cultiver la terre et de bâtir de vastes implantations. La culture Nok est le socle énigmatique sur lequel se sont édifiées de nombreuses grandes civilisations postérieures de l'Afrique de l'Ouest. Leur art et leur technologie se sont répandus dans toute la région, mais la culture elle-même, à l'instar de bien des acteurs de notre histoire, a simplement disparu au fil du temps. Et maintenant, la Chine. Quand on évoque la Chine ancienne, on pense naturellement aux grandes dynasties, à l'armée de terre cuite, à la Grande Muraille, mais l'archéologie parfois nous réserve des surprises qui ne rentrent dans aucun manuel d'histoire. En 1986, des ouvriers ont fortuitement découvert quelque chose d'incroyable. Le site a été baptisé Sangsingdui. Ce qu'ils y ont trouvé semblait tout droit sorti d'une civilisation extraterrestre. Il s'agissait d'une culture de l'âge du bronze, jusqu'alors totalement inconnue, qui a prospéré il y a plus de 3000 ans. Et cette culture a créé des objets sans équivalent nulle part ailleurs dans le monde. Imaginez des statues de bronze géantes, à taille humaine, représentant des personnages au corps incroyablement élancé. Et leurs masques, d'immenses masques de bronze, avec des yeux cylindriques gigantesques, exorbités, et des oreilles qui rappellent des ailes. Certains de ces masques étaient recouverts d'or pur. Dans quel but ont-ils créé tout cela? Représentaient-ils des dieux, des ancêtres, des chamans en transe rituelle? Cette culture n'est mentionnée dans aucun texte chinois ancien. Ils étaient les contemporains de la célèbre dynastie Shang, mais leur art, et peut-être même leur religion, étaient radicalement différents. Sangsingdui, c'est un peu comme découvrir un continent entier et oublié sur la carte de l'histoire. Oublions un instant les jungles torrides pour nous transporter dans les steppes infinies d'Eurasie. Les Grecs les appelaient des barbares, mais ce fut l'une des plus grandes méprises de l'histoire. Nous parlons ici des Scythes. Il ne s'agissait pas d'un peuple unique, mais d'une vaste confédération de tribus nomades qui, pendant près de 1000 ans, ont dominé un immense territoire s'étendant de la mer Noire jusqu'aux confins de la Chine. C'étaient des cavaliers et des archers hors pair, de véritables rois des steppes. Leur mobilité et leur tactique militaire terrorisaient les empires les plus puissants, y compris la Perse. Mais les réduire à de simples nomades sauvages, ce serait les méconnaître profondément. Les Scythes étaient les créateurs d'un art incroyablement complexe et raffiné. Leurs kurganes, ces tombes de la noblesse, sont de véritables coffres au trésor. Les archéologues y ont découvert des quantités considérables d'objets en or, peignes, colliers, récipients, parures pour les vêtements et les armes. Loin d'être de simples lingots d'or, ce sont des chefs-d'œuvre réalisés dans un style animalier unique. Des figures de cerfs, de panthères, de griffons, entrelacées dans des compositions dynamiques et complexes. Cet art témoigne d'une mythologie riche et d'une vision du monde complexe. Ils n'avaient ni ville ni écriture, mais leur culture était profonde et vibrante, et leur or continue de nous émerveiller encore aujourd'hui.
Embarquons maintenant pour la Méditerranée, direction l'île ensoleillée de Crète. La plupart d'entre nous connaissent le mythe de Thésée, du Minotaure monstrueux et de son labyrinthe inextricable. Mais et si, derrière ce mythe, se cachait une civilisation bien réelle, mais presque oubliée? Il s'agissait de la civilisation minoenne, la première grande civilisation d'Europe qui a prospéré à l'âge du bronze. Il n'était pas de ces Grecs belliqueux, c'était une thalassocratie, une puissance maritime. Leur richesse ne reposait pas sur les conquêtes, mais sur le commerce. Leurs palais, comme le célèbre Knossos, n'étaient pas des forteresses, mais d'immenses complexes à plusieurs étages, comptant des centaines de pièces, des puits de lumière, un système d'adduction d'eau et des égouts. Les murs de ces palais étaient ornés de fresques vives et joyeuses. On n'y voit pas de scènes de bataille. On y découvre des acrobates sautant par-dessus des taureaux, d'élégantes femmes vêtues de tenues raffinées, des dauphins et des oursins. Apparemment, les femmes jouaient un rôle important dans la société minoenne. Peut-être même étaient-elles des prêtresses. Puis, vers 1450 avant notre ère, leur civilisation s'est effondrée soudainement. La théorie la plus populaire est celle d'une éruption volcanique gigantesque sur l'île voisine de Santorin, provoquant un tsunami qui aurait balayé leur flotte et leur ville. Il est possible que cette catastrophe soit à l'origine de la légende de l'Atlantide. Après les raffinés minoens, un peuple d'une toute autre trempe fit son apparition sur la scène historique de la Grèce. Des hommes belliqueux, austères, obsédés par la gloire et l'honneur, les Mycéniens. Si les Minoens étaient des marchands pacifiques, les Mycéniens, eux, sont les héros dont Homère a chanté les exploits dans son Iliade. Agamemnon, Achille, Ulysse, tous étaient très probablement des rois ou des chefs mycéniens. Leur centre n'était pas des palais ouverts, mais des citadelles bâties sur des collines et entourées de murs gigantesques. Ces murs étaient construits avec des blocs de pierre si énormes que les Grecs des époques ultérieures croyaient qu'ils avaient été érigés par les Cyclopes, ces géants à un œil. À l'intérieur de ces forteresses, dans des tombes à fosses, les archéologues ont découvert d'incroyables trésors. La plus célèbre de ces découvertes est le masque d'Agamemnon, un masque funéraire en or pur qui recouvrait le visage du souverain défunt. Les Mycéniens étaient d'excellents guerriers. Ils contrôlaient une grande partie de la Grèce et commerçaient dans toute la Méditerranée. Il est même fort possible que ce soit eux qui aient organisé la célèbre expédition contre Troie. Mais leur âge d'or prit fin soudainement et de manière catastrophique. Vers 1200 avant notre ère, leurs citadelles furent incendiées et leur civilisation s'effondra, plongeant la Grèce dans ce qu'on appelle les âges obscurs. Dans les manuels d'histoire ancienne, on met généralement en avant deux superpuissances, l'Égypte et Babylone. Mais il existait une troisième, une puissance souvent injustement oubliée, l'Empire hittite. Ces derniers, originaires du cœur de l'Anatolie, l'actuelle Turquie, ont bâti un empire vaste et puissant, capable de rivaliser d'égal à égal avec l'Égypte. Les Hittites furent les premiers dans la région à maîtriser la production massive de fer, ce qui leur conféra un avantage militaire considérable. Leurs chars de combat, plus légers et rapides que ceux des Égyptiens, en faisaient une force redoutable sur le champ de bataille. Le plus célèbre affrontement entre ces deux superpuissances eut lieu lors de la bataille de Kadesh. D'un côté, l'armée du pharaon égyptien Ramsès II, de l'autre, les troupes du roi hittite Muwatalli. Les deux souverains se déclarèrent vainqueurs, mais en réalité, la bataille se solda fort probablement par un match nul. L'issue fut la signature du premier traité de paix de l'histoire de l'humanité, dont le texte nous est parvenu jusqu'à nos jours. Les Hittites nous ont également laissé de riches archives de tablettes cunéiformes, grâce auxquelles nous en savons beaucoup sur leurs lois, leur religion et leur diplomatie. Mais, comme de nombreuses autres civilisations de l'âge du bronze, leur empire s'effondra sous la pression des mystérieux peuples de la mer. Mais revenons maintenant en Europe et plongeons dans un passé encore plus lointain, l'époque du néolithique. Sur les territoires de l'actuelle Ukraine, de la Moldavie et de la Roumanie existait une culture dont l'ampleur est tout simplement stupéfiante. C'est la culture de Tripilia, ou Cucuteni Tripilia. Ces gens n'étaient pas des nomades. Ils étaient des agriculteurs sédentaires,
Mais leurs établissements, eux, étaient quelque chose de vraiment unique. Ils construisaient de véritables protovilles, capables d'accueillir jusqu'à 15, voire 20 000 personnes. À cette époque, il y a 6 à 7 000 ans, c'étaient les plus grandes agglomérations du monde entier. Leurs maisons étaient à 2 étages, souvent peintes de couleurs vives. Ils créaient des poteries d'une beauté incroyable, ornées de motifs spiralés complexes. Mais leur tradition la plus étrange continue encore aujourd'hui de laisser les scientifiques perplexes. Tous les 60, 80 ou 100 ans, ils incinéraient entièrement leur ville, la réduisant littéralement en cendres. Puis, sur ce même emplacement, juste au-dessus des vestiges calcinés, ils en construisaient une nouvelle. Pourquoi agissaient-ils ainsi? S'agissait-il d'un rituel de purification, d'une manière de dire adieu, symboliquement au monde des ancêtres, ou y avait-il des raisons pratiques, peut-être sanitaires? Nous l'ignorons. Mais cette tradition a laissé aux archéologues de véritables conserves du temps, leur permettant de plonger dans le quotidien de la plus grande civilisation de l'Europe préhistorique. Plongeons au cœur des jungles tropicales de l'Asie du Sud-Est. Lorsque l'on évoque le Cambodge, l'image du majestueux complexe de temples d'Angkor Wat s'impose immédiatement. Pourtant, Angkor n'était que le fleuron, la capitale d'un vaste et puissant empire khmer, qui a prospéré dans cette région du IXe au XVe siècle. Et le secret de sa puissance ne résidait pas tant dans la force de ses armées que dans la maîtrise de l'eau. Les Khmers étaient de véritables génies de l'ingénierie hydraulique. Ils avaient bâti un système complexe de canaux, de barrages et de gigantesques réservoirs appelés barrés. Certains d'entre eux atteignaient la taille d'un petit lac. Ce réseau ingénieux leur permettait de capter les pluies de mousson, d'emmagasiner l'eau pour la saison sèche et d'irriguer leurs rizières. Grâce à cette prouesse, ils pouvaient obtenir 3, voire 4 récoltes de riz par an. Cette abondance leur assurait des surplus alimentaires colossaux, capables de nourrir une armée immense, des milliers de bâtisseurs et une population capitale qui, selon certaines estimations, atteignait le million d'habitants. À l'époque, c'était tout simplement la plus grande cité de la planète. Pourtant, c'est probablement ce même système, si sophistiqué, qui a précipité leur déclin lorsque le climat a changé et qu'il a cessé de fonctionner avec la même efficacité. Maintenant, direction le cœur du désert. Imaginez une cité taillée à même les falaises roses, une cité qui est restée, des siècles durant, dissimulée au monde occidental. Il s'agit de Pétra, la capitale du mystérieux royaume nabatéen. À l'origine, les Nabatéens étaient une tribu arabe nomade, mais ils ont réussi l'impossible. Ils ont dompté le désert et bâti un État riche et puissant au carrefour des routes caravanières. Leur richesse coulait à flot grâce au commerce de l'encens, de la myrrhe et des épices, des denrées qui valaient de l'or à Rome et en Grèce. Mais comment survivre dans un lieu où il ne pleut quasiment jamais? Les Nabatéens sont devenus de véritables génies de l'ingénierie hydraulique. Ils ont mis au point un système complexe de canaux, de barrages et de citernes, taillés directement dans la roche. Ils ont appris à recueillir chaque goutte des rares pluies et à l'acheminer vers la ville. Cela leur permettait non seulement de s'approvisionner en eau potable, mais aussi d'aménager des jardins luxuriants et des fontaines au milieu du désert. Leurs célèbres façades, telles que le Kasné, le trésor, et Ad-Deir, le monastère, ne sont pas des bâtiments au sens habituel du terme, mais des tombeaux et des temples sculptés à même la roche. Les Nabatéens incarnent un exemple saisissant de l'ingéniosité humaine, capable de faire fleurir même les terres les plus arides. Retournons au Pérou, mais cette fois cap sur les hauteurs, au cœur des forêts de nuages qui drapent les pentes des Andes. Ici, loin des déserts côtiers et des vallées, vivait un peuple mystérieux et fier que les Incas appelaient avec respect les Chachapoyas, un nom qui se traduit par « les guerriers des nuages ». Ils étaient réputés pour leur peau claire et leur grande taille, des caractéristiques qui les distinguaient des autres peuples andins. Leur férocité au combat était également légendaire, et il fallut de nombreuses années et d'énormes efforts aux Incas pour les soumettre. Mais les Chachapoyas n'étaient pas que des guerriers, ils étaient aussi des bâtisseurs hors pair. Leur cité, à l'image de la forteresse de Cuelap, surnommée le Machu Picchu du Nord,
étaient perchés au sommet de falaises inaccessibles, protégées par de puissantes murailles. Leurs habitations, contrairement à celles des Incas, n'étaient pas carrées mais rondes, surmontées de toits coniques. Quant à leur construction funéraire, elles étaient érigées dans les endroits les plus invraisemblables. Soit ils creusaient des tombes mausolées directement dans les parois rocheuses abruptes, soit ils confectionnaient des sarcophages anthropomorphes ressemblant à de gigantesques figures humaines, et les installaient sur des corniches rocheuses quasi inaccessibles. La manière dont ils s'y prenaient reste à ce jour un mystère. Imaginez une ville sans rue, sans place, pas de porte au rez-de-chaussée. Pour entrer chez soi, il fallait monter une échelle jusqu'au toit, puis descendre par une trappe. C'est ainsi qu'était Çatalhöyük, l'une des toutes premières cités de l'histoire de l'humanité. Située dans l'actuelle Turquie, elle a prospéré il y a environ 9000 ans, à l'époque néolithique. Une véritable mégalopole de l'âge de pierre, abritant jusqu'à 8000 habitants. Les maisons de Çatalhöyük, construites en briques d'argile, étaient accolées les unes aux autres, formant une structure unique, semblable à un nid d'abeilles. Cette architecture, outre son aspect pratique, servait probablement aussi à la défense. Sans rue, il aurait été difficile pour un ennemi de s'infiltrer. La vie des habitants était profondément imprégnée d'art et de rituels. Les murs de leurs habitations étaient ornés de peintures représentant des scènes de chasse et d'énigmatiques motifs géométriques. Ils vénéraient une déesse mère et le taureau, dont les cornes, les bucranes, étaient fréquemment intégrés aux murs des demeures. Quant à leurs morts, ils les inhumaient directement sous le sol de leur maison. Les ancêtres restaient littéralement au sein de la famille, continuant à vivre avec leurs descendants. Çatalhöyük est une fenêtre unique sur le monde de ces hommes et femmes qui faisaient leur tout premier pas vers la civilisation urbaine. Partons pour l'Asie centrale, une région longtemps restée méconnue sur la carte archéologique. Au cœur des rudes déserts du Turkménistan, de l'Ouzbékistan et de l'Afghanistan actuel, c'est là, à l'âge du bronze, qu'une civilisation puissante et riche a prospéré, demeurant quasiment inconnue jusqu'à très récemment. Connue sous le nom de civilisation de l'Oxus ou complexe archéologique bactromargien, elle fut la 5e grande civilisation du monde antique, aux côtés de l'Égypte, de la Mésopotamie, de la civilisation de l'Indus et de la Chine. Au milieu des sables du désert, ses habitants ont bâti de monumentales cités-oasis dotées de puissantes murailles, de palais somptueux et de temples. C'étaient d'habiles métallurgistes, créant des ustensiles et des armes complexes en bronze. Ils excellaient également dans l'art de la joaillerie, confectionnant d'étonnants amulettes et sceaux en pierre et en métal précieux. Cette civilisation se trouvait à un carrefour vital des routes commerciales. Des marchandises transitaient par son territoire, voyageant de la Mésopotamie vers la vallée de l'Indus et des steppes vers le sud. Elle fut un maillon essentiel connectant les grandes cultures de l'époque, mais, faute d'une écriture propre, elle est longtemps restée dans l'ombre de l'histoire, et seules les pelles des archéologues ont pu lui rendre sa place légitime au panthéon des grandes civilisations. Évoquons le mythe grec ancien des Argonautes. De braves héros, menés par Jason, naviguent à bord de leur navire l'Argo vers la Colchide, une contrée lointaine et légendaire, dans le but de s'emparer de la toison d'or. Pour les Grecs de l'Antiquité, c'était un voyage aux confins du monde. Mais la Colchide n'était pas qu'un simple mythe. C'était un État antique bien réel, situé sur le territoire de l'actuelle Géorgie occidentale, le long des côtes de la mer Noire. Et cette terre était effectivement réputée pour son or. Seulement, on ne l'extrayait pas des peaux de bélier. Les anciens colchidiens avaient une méthode très originale pour extraire l'or des rivières montagneuses. Ils plongeaient des peaux de mouton dans l'eau, et les particules les plus fines de sable aurifère s'y déposaient, piégées dans la laine épaisse. Ensuite, ils laissaient sécher les peaux et en secouaient le précieux métal. Ainsi, le mythe de la toison d'or reposait sur une base bien réelle. La Colchide était une région prospère, un centre important de métallurgie. Les Colchidiens créaient de superbes bijoux en or et en bronze que l'on découvre encore aujourd'hui dans leurs sépultures. C'était un pont entre le monde de la civilisation grecque et les peuples du Caucase,
une terre bien réelle devenue légendaire. Et pour finir, revenons en Italie à une époque bien antérieure à l'émergence de Rome comme grande puissance impériale, bien avant que la légende de Romulus et Rémus et de la Louve ne prenne forme. Sur ces mêmes terres, dans la région de la Toscane actuelle, vivait un peuple mystérieux et très avancé, les Étrusques. Ce sont eux qui ont instruit les Romains. Les Romains leur ont emprunté énormément de choses, des technologies d'ingénierie telles que la construction des arcs et des systèmes d'égouts, les sanglants combats de gladiateurs qui faisaient à l'origine partie de leurs rituels funéraires et même certains symboles du pouvoir. Les Étrusques étaient d'habiles navigateurs et marchands, leurs navires sillonnaient toute la Méditerranée. Ils créaient de magnifiques sculptures de bronze et des sarcophages où hommes et femmes étaient souvent représentés festoyant ensemble, un témoignage du statut élevé des femmes dans leur société. Mais leur plus grand mystère réside dans leur origine et leur langue. Nous pouvons déchiffrer leur alphabet qui s'apparente au grec, mais la signification de leurs mots nous échappe presque entièrement. Leur langue ne ressemble à aucune autre langue connue en Europe. D'où venaient-ils? Étaient-ils originaires d'Asie mineure, comme le pensait Hérodote, ou un peuple autochtone d'Italie? Le mystère étrusque est la dernière grande énigme de la Rome antique, celle d'un peuple qui a enseigné à ses futurs conquérants, mais dont l'histoire fut finalement effacée par eux. Alors, que faut-il en conclure? La principale conclusion est tout simplement stupéfiante. L'histoire de l'humanité ne se déroule pas en ligne droite de la caverne au gratte-ciel comme on aime souvent la raconter. C'est un arbre immense, aux multiples branches, dont beaucoup se sont desséchés et ont sombré dans l'oubli. La découverte de sites comme Göbekli Tepe prouve que des structures sociales et religieuses complexes ont pu émerger bien avant l'agriculture, et des civilisations pacifiques comme Norte Chico montrent que la guerre n'a pas toujours été le moteur du progrès. Chacune de ces cultures oubliées est un chapitre perdu dans le livre de notre propre histoire, un rappel de tout ce que nous ignorons encore et de la fragilité de la trace que nous laissons derrière nous. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. L'histoire est pleine de mystères et nous n'avons fait qu'en effleurer quelques-uns. Si vous avez aimé cette incursion dans les coulisses de l'histoire officielle, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos nouvelles enquêtes. Et maintenant, une question pour vous. Laquelle de ces civilisations voudriez-vous que nous explorions en détail dans une prochaine vidéo? Ou peut-être connaissez-vous d'autres cultures oubliées que nous n'avons pas mentionnées? Écrivez-le nous dans les commentaires, votre avis nous intéresse énormément,